Je pense pas que un freelance soit plus mercenaire qu'un salarié. Je pense pas qu'un freelance voudra plus se barrer rapidement qu'un salarié. Je pense qu'un freelance, il pourra tout à fait rester 1 an, 2 ans, 3 ans dans une équipe. En fait, je me mets à la place des autres. Genre, si tu ne connais pas Angular et que tu t'y mets aujourd'hui, je pense que c'est hyper confusant parce que si tu fais un NGNU, ce qui va être créé va être Mhm. très différent de ce que tu vas trouver sur la plupart des articles. Parce qu'il Ouais. s'est passé ne serait-ce qu'un an et demi, quoi. Moi, je dis qu'il n'est pas si dogmatique que ça, parce que tout simplement, je l'ai constaté, quand j'ai vu des applications Angular différentes à travers mes missions, j'ai très rarement vu 2 applications pareilles. Et donc pour moi, il est là le dogme. Le dogme, il n'est pas dans, tu vois, on utilise le même routeur, on utilise le même formulaire. C'est pas les outils qui comptent, c'est comment on les utilise. J'ai vu plein de fois des situations où il y a quelque chose qui est en place, ça fonctionne bien, même si c'est crado de ouf, ça fonctionne bien, tu vois. Et en fait, au nom de la bonne pratique, on veut changer ça. Et donc, on passe dans des process qui vont durer des mois et qui vont au final avoir leurs propres problématiques, etc. Ça va être mieux, mais en fait, on a perturbé un équilibre. Aujourd'hui, je suis très content de recevoir Kevin Tail. Donc, Kevin, tu es développeur freelance spécialisé en Angular et tu es également le fondateur de la plateforme Bonjour Angular. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter et nous en parler un peu plus? Ouais, avec plaisir. Salut Arthur et salut à tous. Donc, comme tu l'as dit, je suis fondateur de la plateforme Bonjour Angular et depuis 12 ans freelance. Donc, on va parler pas mal de cette expérience de freelance que je mène depuis toutes ces années-là, de pourquoi est-ce que j'ai créé Bonjour Angular, ce que ça m'a apporté, etc. Et voilà, donc comme tu l'as dit, hein, spécialisé sur cette tech, sur Angular, que j'affectionne beaucoup, même si j'ai utilisé d'autres choses pour comparer forcément. Voilà, on va parler de tout ça, je pense. Ouais, ça va être super intéressant. J'ai hâte qu'on ait ces discussions. Donc, effectivement, t'es freelance depuis 11 ans. J'imagine que tu as dû avoir pas mal d'expériences, pas mal de contextes différents. Ouais. Euh, Déjà, est-ce que entre le moment où tu as débuté et maintenant, par rapport au freelancing, est-ce que tu vois ça de la même façon? Est-ce que tu as eu des changements, des évolutions toi-même dans ta manière je sais pas, d'aborder un peu je sais pas si on peut dire ce statut, mais cette façon de Ouais, travailler? ouais. Comment tu le sens? Oui, en fait, je crois que ce qu'on demande à un freelance, un peu plus qu'à un salarié, en tout cas j'ai l'impression, c'est d'être opérationnel très rapidement. Donc, j'ai entendu dire que quand tu es salarié, généralement, tu as 3 mois pour qu'on se dise, voilà, lui ou elle est opérationnel, on peut lui confier des tâches un peu plus poussées, on peut le rendre autonome, etc. En freelance, j'ai l'impression qu'on te demande ça plus rapidement en quelques semaines. Du coup, il y a ça, du coup, qui est différent par rapport au salariat. Et aussi, tu as une position, alors, ça dépend forcément. Quand freelance, c'est juste un statut. Tu peux être junior, tu peux être freelance junior, tu peux être freelance en tant que intervenant pour quelques semaines, en tant que consultant. Voilà, donc ça dépend beaucoup. Mais voilà, quand tu as une position de consultant, euh, tu as un peu plus de responsabilité, je crois, j'ai Mhm. l'impression. Euh, Parce que on s'attend à ce que tu sois un peu plus opérationnel rapidement. C'est ça que j'ai ressenti comme différence par rapport à mes collègues salariés. Ouais, mais je te rejoins là-dessus. En fait, j'ai l'impression que puisqu'on est freelance et du coup on est externe, il y Ouais, a peut-être plus cette volonté de t'es pas forcément là pour être formé. Alors, tu peux monter en compétence sur bien sûr. certains projets et tout. Ouais. Et enfin, je pense que ça dépend, mais faut que ton client en ait conscience. Mais j'ai quand même l'impression qu'au final, quand on va chercher un freelance, c'est plus pour une compétence peut-être qu'on n'a pas en interne et ça peut être compliqué de recruter, donc qu'on ait cette compétence rapidement, effectivement. Ouais. Enfin, je pense que ça peut C'est ça. expliquer ce. Ouais, et puis il y a mille et une missions Ouais. qui existent en tant que freelance. Tu sais, tu peux intervenir, voilà, comme je le disais, sur des opérations coup de poing. Ça m'est Mm. arrivé d'être intervenant pendant un mois parce que ils avaient un gros truc à sortir dans un mois. Et donc, voilà, on a besoin de certaines fonctionnalités ou de débugger quelque chose. Donc, le rapport par rapport aux salariés, il est très différent en ce sens-là. C'est que tu as beaucoup de choses différentes qui peuvent intervenir en tant que freelance, quoi. Ouais. Je sais qu'il y a une question que
Alors, je pense que ça pose encore beaucoup de questions. C'est un peu mystérieux. Et même quand on débute, on peut beaucoup se poser de questions. Et personnellement, je me suis posé ces questions. C'est par rapport au TJM. Tu vois, typiquement, quand on débute, je sais qu'au tout début, j'avais la croyance que le TJM, en fait, ça reflétait directement tes compétences techniques. Mhm. Et je sais pas, pour passer, mettons, d'un TJM de 400 à 800, c'est que c'était vraiment techniquement qu'il fallait être dans le top 1%. Enfin, tu vois, il fallait vraiment progresser Mhm. que sur le plan technique. Mhm. Maintenant, je vois les choses de façon un peu plus large. Je pense que la technique, c'est quelque chose qui est intéressant, mais je, je pense pas que ce soit le seul élément. En tout cas, Ouais, quand tu veux négocier un TGM ou alors juste cibler des missions différentes. ouais, Du coup, toi qui as peut-être t'as plus d'expérience dans le ouais. freelancing, est-ce que c'est un constat aussi peut-être que tu as eu ou comment tu vois, est-ce que tu as une différence dans la manière où tu conçois le TGM maintenant par Mhm. rapport à quand tu as débuté il y a 11 ans? Bah, le TJM, je dirais que il y a quand même du vrai dans ce que tu dis. Enfin, quand tu disais que c'est peut-être pas que le reflet de l'expérience, c'est vrai, mais ça l'est quand même. Euh, Ça l'est toujours. Ça, on peut pas se le retirer. Ce sera toujours difficile si on est enfin, si on est dev depuis un an, d'avoir un TJM à 800 quoi. Ce sera toujours difficile parce que ben je saurais pas vraiment dire pourquoi. En fait, je pense que c'est parce qu'on s'est tous calés comme ça, tu vois. Il y a plein de devs qui sont devs depuis un an, 2 ans, 3 ans, qui sont meilleurs que des devs qui le sont depuis 10 ans, mais qui pourront pas prétendre à un TJM à 800 ou même à 700 ou à 600 parce que il y a des freins culturels, j'ai envie de dire, qui sont dommages. Hein. Mais forcément, quand il y a un commercial qui recherche un expert, un master, comme on dit parfois, euh, il va refuser systématiquement les profils qui ont 3 ans. Après, il y a des solutions pour pallier à ça en tant que freelance. C'est de savoir se vendre, parce que ça reste la compétence qu'on demande aussi, savoir se vendre. Euh, et ça passe par avoir un profil LinkedIn qui est béton, par exemple, où ton profil LinkedIn, en fait, il doit vraiment refléter ce que tu sais faire et il doit hurler, voilà, je maîtrise cette stack-là, je maîtrise ces technologies-là, ou je m'intéresse à ces technologies-là. Donc, c'est comme ça, en fait, que tu vas avoir la possibilité de te vendre plus cher et de mission en mission augmenter de 50 euros, voire 200 euros, voire 200 euros ton TJM. C'est, voilà, enfin, en fait, quand tu es freelance et que tu veux vraiment faire ta carrière là-dedans, euh, tu dois avoir ta casquette de marketeur, Ouais. quoi, entre guillemets. C'est obligatoire. Il faut savoir bien faire un entretien d'embauche. Et il faut savoir décrocher ces entretiens d'embauche. Ça veut dire du coup avoir un profil LinkedIn. En fait, j'aime bien faire le parallèle avec les sites de rencontres. Tu vois. Ouais. Moi, je considère que c'est plus ou moins la même chose. Si tu veux, ça fait un peu discours de beauf de dire ça, mais c'est vrai en fait. Si tu veux que le commercial te contacte, il faut que ton profil il soit canon quoi, comme Ouais. sur un site de rencontre en fait. Ça, c'est la même chose. En fait tout ça, il y a une pierre angulaire. Il y a à tout ça, c'est voilà, savoir se mettre à la place de l'autre. Comment est-ce que Mm. l'autre te perçoit? L'autre, ça peut être voilà. Pour le site de rencontre, c'est l'homme ou la femme. Et pour LinkedIn, quoi, c'est le commercial ou la commerciale là derrière, quoi. Faut se mettre à la place et faut se dire comment est-ce que je suis perçu. Et donc, une fois que tu arrives à faire ça, tu sais comment avoir un profil qui détonne et tu sais le mettre en place. Il faut aussi regarder ce que font les autres. Moi, il y a 6-7 ans, quand j'ai refait mes profils, mon identité numérique de manière générale, je me suis inspiré de d'autres profils. J'ai regardé comment ils font. J'ai regardé comment ça se fait que eux, voilà, ils y arrivent quoi. Tu vois. Comment ça se fait que eux, ils sont perçus comme étant des experts. Ouais. Il y en a plein, tu vois, sur LinkedIn, il y en a plein Mm. qui postent, tu vois, on les identifie comme étant Ouais, experts. ouais. Euh, on se pose la question pourquoi, tu vois. Et donc, bah voilà, en fait, il faut savoir analyser et derrière reproduire. Et l'adapter, disons, tu vois. Ouais. Voilà.
Et Est-ce que c'est comme tu... ça que tu vas augmenter ton TJM du coup. Ouais, je vois le truc, effectivement. Et c'est vrai que c'est super intéressant et Ouais, je trouve que c'est un point justement qui est... Je trouve que le freelancing, alors particulièrement avec le dev, je trouve que c'est très complémentaire justement pour ces aspects parce que tu as la partie un peu marketing, ouais, mais du coup, tu aussi... Enfin, tu vois, je trouve que même au quotidien, quand tu es dev, que tu vas devoir récupérer le besoin, échanger avec tes clients, échanger avec ton équipe, en ouais, fait, je trouve que c'est des compétences qui sont très complémentaires et je trouve vraiment que c'est... Enfin, personnellement, je trouve que ça me permet d'être un meilleur développeur parce que bien justement, sûr, je trouve que ça te pousse à travailler ces aspects bien sûr. que tu pourrais aussi le faire si tu n'avais pas ces contraintes, mais ça va te bénéficier en fait sur deux plans différents, quoi. Donc je trouve ça super Ouais, intéressant. complètement, ouais. Et même pour le métier en soi, hein, comme tu le dis, quand tu communiques avec tes collègues, surtout si tu as une position Ouais. de, enfin, j'allais dire surtout si tu as une position de lead, mais même sans ça. Mm. En fait, quand tu communiques, il faut savoir se mettre à la place de l'autre. Comment est-ce que, tu sais, tu l'as vécu, je pense, tout comme moi, quand tu es dans la tech, tu as une difficulté, c'est comment vendre, Ouais. j'utilise ce mot exprès, mais comment vendre euh, ce que tu proposes. Par exemple, quand tu interviens en tant que freelance, il m'est arrivé plein de fois de voir du code qui n'était pas propre. Mm. Et donc, il y a plein de solutions à mettre en place hein, pour rendre un code plus propre, mais c'est même pas ça la difficulté. La difficulté, c'est comment le faire pour que les autres acceptent ça. Ouais. Parce que, en fait, quand tu arrives en tant que freelance, et c'est aussi une des différences que j'ai pas mentionné, mais c'est que quand tu pointes du doigt des problématiques qui existent sur la code base existante, indirectement, tu critiques les gens. En tout cas, les gens peuvent le percevoir comme ça. Ouais. C'est naturel, c'est très humain, tu vois. Voilà, imagine que tu as bossé depuis 2 ans sur une application, il y a un Gus qui arrive de nulle part et qui dit, bah, là, il y a un problème. Soit tu es très mature dans ton métier et tu sais bien le prendre, soit tu l'es un petit peu moins et du coup tu te vexes, ou peut-être parce que la personne, le freelance, l'a mal dit. Et donc voilà, c'est aussi la position de consultant de savoir vendre ça, vendre, en tout cas communiquer. Le mot vendre est peut-être pas adapté, mais communiquer le fait que voilà, là il y a un problème, euh, il faut mettre cette solution en place pour le résoudre. Et ben ça veut dire voilà défaire des choses qu'on a mis des mois à mettre en place. Ben c'est difficile à communiquer. Donc ça, c'est une compétence aussi qu'il faut absolument avoir, se mettre à la place des autres pour y arriver. Ouais. Et tu vois, là, on en parle pour le freelancing, je te rejoins à 100%. Et je pense que même de manière générale, sans arriver de nouveau sur un projet, c'est aussi une compétence qui peut être utile typiquement quand tu fais des code reviews. Parce que je sais que tu Ouais, as aussi des personnes qui peuvent être attachées comme ça au code. ouais, Et c'est important de du coup trouver la bonne formulation parce que surtout quand c'est des échanges asynchrones comme ça, ouais, t'as pas le, tu vois, t'as pas le retour visuel de la personne, savoir comment est-ce qu'elle est. Et du c'est coup, clair. c'est très facile en fait de prendre quelque chose comme une attaque ou une critique, alors que la personne, tu vois, de l'autre côté, peut-être que bah, elle pensait simplement à bien faire en disant, bah tiens, Ouais, tu peux faire ça comme ça. Et c'est en ouais, plus un petit tip, tu vois, que tu partages. complètement, ouais. Donc c'est... Pour les PR, il y a, je sais pas si tu connais les Mm. conventional commit, Ouais, je sais, conventional, c'est je ça, sais ouais. plus quoi. Voilà. C'est rajouter des petits préfixe à Mm. tes commentaires. Par exemple, suggestion de points et tu mets ta suggestion. Ou tu mets note blocking de points et Mm. tu mets ton commentaire. Tu dis ça signifie il est pas bloquant, mais je te le dis quand même. Quoi. Ouais, Ça aide à faire ouais, comprendre ce que tu veux faire, quoi. Ce que ça, tu veux dire. c'est important, ouais. Ouais. Est-ce que tu penses que tous les profils en développement pourraient être freelance? Euh, Ben, je crois que c'est plus ça une question de administratif slash patronat, quoi, dans le sens où je pense qu'une équipe constituée de freelance pourrait tout à fait être aussi Hmm. ben, euh, à même de Efficace. bien bosser qu'une équipe de salariés. Parce qu'au final, une fois que tu es dans la team, ben, voilà, enfin, et que tu as roulé ta bosse dedans, ben, en fait, il n'y a aucune différence entre toi et un salarié. Donc oui, euh, je pense pas que un freelance soit plus mercenaire qu'un salarié. Hmm. Je pense pas qu'un freelance voudra plus
se barrer rapidement qu'un salarié. Je pense qu'un freelance, il pourra tout à fait rester 1 an, 2 ans, 3 ans dans une équipe. Je crois que la limite légale, c'est 3 ans, il me semble. Mais et donc voilà, je pense pas qu'il ait un turnover plus grand qu'un salarié. Donc oui, je pense que c'est possible. Après, ça c'est plus une problématique du coup pour les chefs d'entreprise ou ceux qui constituent les équipes. Est-ce qu'ils ont envie que leur équipe soit composée de ce genre de des profils externes. quoi. Ouais. C'est intéressant quand même parce que je sais qu'au début j'avais cette mission très mercenaire des freelances parce que justement c'est un peu les échos. En tout cas j'ai l'impression qu'on a, tu vois, de côté un peu côté externe où justement tiens on veut pas forcément travailler avec parce que ils vont partir du jour au lendemain. Tu vois, et maintenant de l'autre côté tu te dis que juste en étant freelance, bah, plus ta mission dure longtemps, pas besoin d'en chercher d'autres. Enfin tu vois, t'as aussi t'as pas d'intérêt, on va dire, à partir du jour au lendemain. Bah c'est ça. Et même si t'es en CDI, bah, je crois que c'est genre 2 ou 3 mois. Enfin, c'est pas non plus, t'es pas lié, t'es pas obligé de. Ouais, c'est ça, de préavis. Ouais. Donc au final, t'as les mêmes contraintes de ce côté-là. Oui. Mais j'ai l'impression que t'as quand même une perception qui est différente parce que t'as pas de lien de subordination ou. Alors que les équipes peuvent être aussi efficaces, comme t'as dit. Hein. C'est ça qui est intéressant. Je suis curieux de voir comment ça va continuer d'évoluer. Est-ce que tu vas continuer à être comme ça ou est-ce que ce sera un peu plus accepté Ouais. Je sais pas trop comment ça va évoluer comme ça. Ouais, je sais pas trop, mais c'est vrai que oui, en fait, ce qui fait partir une personne d'une boîte, que tu sois freelance ou pas, c'est les mêmes raisons. Hein. Le projet se passe mal, l'équipe, ça se passe mal avec l'équipe, c'est pas assez bien payé, il y a une opportunité plus intéressante. C'est ça, hein, que tu sois freelance ou salarié, ce sont exactement les mêmes raisons qui poussent à partir. Donc, et ouais, le préavis, je crois que quand t'es salarié, c'est, je sais plus combien de temps, 2 mois, 1 mois, je sais pas. Ouais, Le préavis. Et en tout cas, en freelance, la plupart du temps, c'est 1 mois. Donc, tu peux pas te barrer du jour au lendemain, en fait. Oui. Tu as forcément un préavis. Après, tu peux contractualiser comme tu veux. Oui. Mais tu pourrais mettre dans ton contrat contrat que tu as le droit. Mais moi, ça m'est jamais arrivé de signer un contrat où c'était marqué que je peux me barrer du jour au lendemain, quoi. Ou que je peux être viré du jour, enfin, que je peux être évincé du projet du jour au lendemain. Des deux côtés, c'est pas intéressant au final. Bah, je pense, ouais. C'est à moins qu'il y ait un gros problème, et je pense que dans ce cas, tu peux le voir plus tôt. Et, ouais. Ouais, effectivement, c'est intéressant d'avoir ce point de vue aussi, de savoir que c'est pas tous les freelances sont pas mercenaires et que ça dépend de chaque personne, quoi, chaque point de vue. Bien sûr. En parlant du freelance, donc tu as travaillé dans différentes missions. Il me semble que depuis quelques mois, tu es en mission du coup avec HeroDevs. Donc c'est une boîte je crois que c'est assez connu quand même. Parce qu'ils sont sur pas mal de techno. Enfin, je te laisserai en parler parce que je trouve que le modèle justement est assez un peu atypique. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de cette mission, du coup, et comment ça se passe Ouais, avec plaisir. Du coup, HeroDev, c'est une boîte américaine qui a été fondée par Aaron Frost. Aaron Frost, c'est le fondateur ou le cofondateur de la NGConf, donc la plus grande conférence Angular. Et j'ai rejoint cette boîte-là en tant que freelance il y a 3 mois. C'est super. C'est super, c'est une boîte américaine, donc ils ont un mindset qui est assez agréable. On pourra en parler. Ce qu'on fait chez HeroDev, donc c'est une boîte qui a 80 personnes, en comptant tout le monde, hein, pas que les devs, il y a 80 personnes, un peu plus maintenant, je pense. Et le modèle est intéressant, donc il y a 2 types d'activités chez HeroDev. Le premier, c'est du consulting normal, il décroche des contrats et on crée des applications, on fait des refontes d'applications, donc très classique de ce qu'on connaît. Il y a une autre activité qui s'appelle le NES, donc c'est Never Ending Support. Et ça consiste en quoi? En gros, il y a beaucoup de... quand on fait des applications web, on utilise des packages NPM, et il s'avère que parfois on utilise des packages NPM qui sont deprecated ou qui ne sont plus maintenus parce que les maintainers ils sont partis parce que ça fait un moment, etc., etc. Du coup, le rôle de HeroDev là-dedans et le rôle du NES, c'est d'aider ces boîtes qui utilisent des packages deprecated ou qui a des brèches de sécurité dans ces packages, c'est de les maintenir, tout simplement, de maintenir ces packages, de faire un fork, de les maintenir pour les clients qui en ont besoin. Donc voilà, il y a vraiment ces 2 activités qui
côte à côte qui représentent l'activité de HeroDev. Quand du coup c'est des packages NPM, est-ce que ça peut être vraiment n'importe quel package ou est-ce que tu as quand même spécialité? Je crois que du coup si tu es là-bas, c'est en tant qu'expert expert Angular. Donc Ouais. si jamais, j'imagine qu'il y avait des projets qui venaient des versions qui étaient trop anciennes pour être maintenues. Ouais. En gros, c'est que tu pourrais en fait intervenir dessus, mais c'est aussi valable pour typiquement dans ton cas, tu pourrais intervenir sur n'importe quel package ou est-ce que c'est vraiment quand même scopé par compétences, Oui, bien sûr, il y a des devs qui sont plus spécialisés sur de l'Angular, du Vue, etc. Donc oui, bien sûr. Il y a des interventions qui seront plus de l'ordre de la sécurité. Et donc là, bah, ce sont des skills très particuliers. Voilà. Moi, j'interviens pas dans le côté NIS, j'interviens dans le côté consulting, donc le côté un peu classique. Et, euh, et voilà. Et d'ailleurs, je dis que c'est des packages NPM, mais pas que. Pour l'instant, je crois qu'on fait que du JS, Mhm. mais comment la target quoi, c'est que on puisse faire du NIS sur du JS ou du PHP ou du Go, voilà, sur donc tous les registries, tous les Ok. packages qui existent, du Rust aussi, voilà. Ça c'est la target long terme, je pense. Ok, du coup, j'imagine que les équipes vont quand même pas mal grossir si tu dois avoir des experts pour chaque techno, chaque langage, Complètement, ouais. Ouais, ouais, bah, Ok. c'est une grosse boîte en devenir. Tu sais, en fait, il y a d'autres boîtes qui font ça. Par exemple, NX, Mhm. Narwhal, anciennement Narwhal, qui se renommé NX. Ils ont une partie consulting aussi. Ok. Euh, ils font pas que le monorepo, tu vois. Enfin, l'outil de building. Ils Ouais. font aussi du consulting. Et du coup, donc il y a plein de compétiteurs entre guillemets, concurrents dans ce domaine-là. Et, mais HeroDev, c'est la plus grosse boîte en termes de chiffre d'affaires Mhm. euh, jusqu'à maintenant. Est-ce que tu as vu des différences, donc, tu disais au niveau du mindset ou au niveau de la façon de travailler, entre HeroDevs, qui est une boîte américaine, Ouais. ou des missions, alors, j'ai mis une classe de spécificité, mais du coup, par rapport de manière générale, les Mm. missions que tu as pu avoir avant, où c'était en France, tu vois, au niveau Mhm. je sais pas, de la culture, de la façon de travailler, t'as ressenti des changements? Ou... Oui, oui. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus bienveillants. Les boîtes américaines, en tout cas HeroDev. Alors voilà, du coup, moi, ma comparaison, c'est qu'avec HeroDev. Ça Mhm. se trouve, ailleurs, ça se passerait très très mal et j'ai eu beaucoup de chance du coup. Mais chez HeroDev, ça se passe bien, notamment parce qu'ils sont très bienveillants. En fait, ils tiennent à ce que leurs collaborateurs se sentent bien, euh, que voilà, ils soient pas surmenés par le travail, qu'ils puissent travailler convenablement. Il y a un gros point d'intention à ça. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Ça passe par, je crois que les vendredis, alors du coup en France c'est trop tard, je crois que c'est vers 20h, Mhm. mais tu as je sais plus comment ils appellent ça, mais genre des calls un peu méditation, des choses comme ça, tu vois. Ok. Yoga méditation, je crois. Euh, voilà, tu as d'autres trucs comme ça. Et même chaque année, ils font des off-site, donc Mhm. une semaine à l'étranger. Enfin, à l'étranger pour moi en tout cas. Il y a 3 semaines, un mois, c'était à Cancun. Donc on est allé à Cancun pendant une semaine et c'était trop cool. C'est vraiment pour le côté team building, quoi. Ok. On se rencontre, voilà. Je sais qu'il y a plein de boîtes il y a des boîtes françaises qui le font aussi. Et donc, mais du coup, je pense que ça, c'est de l'influence américaine, Mhm. euh, j'ai l'impression. Et voilà. Après, sur la façon de travailler en soi, c'est assez similaire, j'ai l'impression. Si ce n'est que, voilà, bah, du fait qu'on tout le monde est bienveillant et sympa de manière générale, on fait attention à, bah, typiquement, tu vois, pendant les PR, on fait les conventionnels commits. C'est pas comme ça que ça s'appelle, je me rappelle plus du vrai nom, mais on fait attention à comment on s'exprime pendant les PR. Euh, et euh, et les chefs de projet sont très présents pour voir si les clients ne n'outrepassent pas Ok. leur position. En gros, qu'ils soient réglo, quoi. Tu vois, que le client ne va pas exiger des choses que
Et qui aurait pas qui été n'était pas dans la vendu. charte de base, des choses comme ça, quoi. Voilà. Mais après, Ok. je pense que c'est aussi très propre à Herodev. Ouais, parce que tu dis que c'est bon, à peu près une centaine. Donc c'est qu'à l'échelle d'une boîte, c'est encore petit du coup. Ouais, Et peut-être qu'effectivement, il n'y aurait pas les mêmes possibilités si c'était un très gros groupe, tu vois, comme des Google, c'est enfin, possible. il y aurait des politiques qui sont un peu différentes, C'est possible, ouais. mais c'est quand même cool. Et est-ce que du coup, tu sais si euh, la plupart des personnes qui travaillent du coup dans HeroDev sont américains, ou est-ce que il y a beaucoup comme ça, tu vois, de remote avec des fuseaux horaires différents, des... Il y a beaucoup de fuseaux horaires différents. Oui, oui, ça c'est clair. Alors, je dirais que la moitié, donc je crois qu'on est entre 80 et 90. Je Ok. dirais que la moitié sont américains, peut-être un peu plus. Il y a une bonne partie qui est d'Amérique du Sud, de Mhm. différents pays. Argentine, Colombie, Mexique. Je crois qu'il y en a quelques-uns qui sont au Canada. Et en Europe, on n'est que trois. Ok. Donc, il y a un Espagnol, un Grec et moi. Donc on n'est que trois. Et du coup, pour le coup, là, notre fuseau horaire, il est très différent. Ah ouais. En gros, quand il est 18 heures en France, il est 11 heures. En fait, on s'arrange à un horaire global états-unien. Mhm. Je crois que c'est celui de l'Utah. Et donc, quand il est 18 heures en France, il est 11 heures là-bas. Ok. Tu fais des journées complètes pour eux ou tu as une partie commune, on va dire, et Ouais. le reste, tu vois, t'es tout seul parce que tu es sur un fuseau horaire différent. Comment tu fais justement pour t'adapter à ce fuseau horaire qui est totalement différent? Ben, ça marche bien. Franchement, c'est très smooth. On arrive à travailler en asynchrone très Mhm. facilement. On est sur Slack et ben, on communique. Peut se laisser des vocaux parfois. On communique par écrit. En fait, comme on a tous beaucoup d'expérience, Mhm. bah du coup c'est facile, tu vois. Il y a forcément parfois des blocages. Genre là, typiquement, j'ai besoin que on m'aide sur l'installation du back-end. Mhm. Et du coup, il y a des process que je connais pas. Et donc là, je dois attendre que le gars se réveille, quoi. Mais c'est pas grave parce qu'au au jour le jour, ça se passe très bien, tu vois. Ok, oui. Donc, euh, donc non, non, je m'adapte très bien. Je travaille. Euh, il y a du coup peu d'heures où je suis en overlap avec eux, Mhm. mais c'est pas grave. Ça avance très bien. Ok. Peut-être que du coup, ils ont cette façon de travailler depuis le début, ce qui fait qu'au final, ça s'est fait assez Oui, naturellement, même pour les autres, tout à même fait. si C'est vous une n'êtes boîte pas en tout le remote, full temps. remote, ouais, depuis le Ouais, début. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est que je pense que tu as la manière de faire dès le début, c'est beaucoup plus. Enfin, j'imagine que c'est plus simple que si tu vois, tu as tout ton process, tout le monde travaille ensemble et tu dois tout changer pour intégrer d'autres collaborateurs derrière qui sont ailleurs. carrément. Je pense que c'est pratique, quoi. Ouais. Et du coup, même le fait qu'ils soient au sein du même continent, mais dans des pays différents, peut-être que t'as pas ce côté où tu peux avoir une partie de l'équipe, tu vois, qui est sur site, et l'autre partie qui est en remote, ce qui fait que tu Ouais. peux avoir un peu je sais pas, pas des séparations, tu vois, mais tu sens que tu as des profils qui sont peut-être Oui, un peu mis à l'écart. C'est pas intentionnel, tu vois, mais c'est naturel parce qu'il y a bien sûr. moins de contact, quoi. Ouais, ouais, non, du coup, là, c'est pas le cas. Ça se passe plutôt bien. C'est pour ça que, du coup, les daily se font à 18h45 heure française. Ok. Donc, du coup, en fait, ouais, c'est 11h45 là-bas. C'est Mhm. pour ça. En fait, du coup, cette heure-là, elle arrange tout le monde. Et donc, c'est vraiment pour pas créer ce phénomène dont tu viens de Mhm. parler, d'exclusion. On est tous, on est tous présents potentiellement pour toutes les réunions, quoi. Ok. Non, c'est cool ça. Ouais. Comment ça se passe pour justement quand tu as rejoint Aerodev? Tu Ouais. dis qu'ils prenaient que des profils qui étaient experts. Ouais. Euh, comment, comment ça se passe, tu vois, le process pour rejoindre une boîte comme ça? Ouais. Bah, alors le début c'est très classique, hein, Mhm. Alors moi comment ça s'est passé? J'étais sur Twitter, j'ai vu que Chris Perko c'est un GDE qui est chez HeroDev, Mhm. GDE Angular. Il a posté, voilà, on recherche un dev Angular senior. Et j'ai lui envoyé un message, c'était il y a un an, un peu plus d'un an. Du coup, il s'est passé beaucoup de temps entre le moment où j'ai contacté la première fois et le moment où j'ai rejoint. Je lui ai envoyé un message, bah moi ça m'intéresse grave parce que je connaissais de réputation HeroDev et donc il m'a mis en relation avec la recruteuse
Et on a fait un petit call 10 minutes pour qu'elle me parle brièvement de ce que c'est, du besoin, etc. Ensuite, voilà, donc tu as plein d'étapes de validation. À la fois pour qu'elle me parle du truc, mais aussi pour qu'elle me ressente. Est-ce que je peux fit dans le truc? Et donc, ensuite, j'ai eu un test technique asynchrone. Donc, c'est-à-dire que voilà, j'ai un README et je dois créer une application. Donc, c'est une application Angular. C'était une to-do app assez classique, mais elle était conçue de manière à ce que ce soit intéressant parce qu'en fait, dans cette to-do app, tu avais plusieurs fonctionnalités. En gros cette to-do app que je devais faire, je peux t'en parler un petit peu si tu veux. Elle était découpée en plusieurs features. Donc en gros, étape 1, tu dois faire ça. Étape 2, tu dois ajouter. Enfin, étape 1, tu dois lister des to-do. Étape 2, tu peux rajouter des tags à tes to-do. Étape 3, tu peux rajouter des catégories, etc., etc. Et donc, tout ça devait être présent dans la même application. Et ce qui était intéressant, c'était que moi, j'ai fait ça donc, il y avait une page étape 1, une page étape 2, une page étape 3, à chaque fois avec des features en plus. Et donc, moi, j'ai fait ça de manière. Ce qui était intéressant, c'est que du coup, pour moi, la difficulté, elle n'était pas dans le fait voilà, comment rajouter des catégories à une to-do app. Ça, c'est entre guillemets facile. Mais la difficulté, elle était comment est-ce que je fais pour réutiliser mes features que je viens de créer entre les étapes 1, 2, 3, 4 de manière dry, mais aussi à ce que ce soit extensible. Tu vois, pour moi, c'était ça ce qui était intéressant dans ce test technique. Tu vois, parce que du coup, tout ça était dans la même application et donc le but, c'était pas que dans l'étape 2, ce soit un copier-coller de l'étape 1 avec du code en plus. Il faut voilà, savoir abstraire certains composants, mais aussi certaines fonctions et les réutiliser dans les étapes subséquentes, mais de manière intelligente, quoi. Et donc voilà, bah, j'ai fait ça. J'ai rajouté des tests techniques avec Testing Library et j'ai envoyé ça. Ils étaient contents. J'ai fait un call avec un des architectes là-bas. Très cool. On a discuté pendant 45 minutes. C'était hyper intéressant. Je me rappelle, on a parlé d'opérateurs RxJS. Et donc, j'avais appris à ce moment-là que le catch error, en fait, tu vois, si tu as ton pipe RxJS et que tu as plein d'opérateurs avant, je sais pas, on va dire des switch maps, des maps, etc., et que tu as le catch error à la fin, si tu as une erreur qui se passe dans n'importe quel des opérateurs, en fait, ça va bypasser tous les opérateurs suivants et directement aller dans le catch error. Et moi, j'ai découvert à ce moment-là. Et il a dit, ah bah tu sais quoi, c'est moi qui ai créé l'opérateur catch error. Donc c'était rigolo, tu vois. Donc je me suis dit, ah ouais, bah, enfin, tu vois, la réputation de HeroDev, elle est là, quoi. Quand le mec qui t'entretient te dit, bah, en fait, c'est moi qui ai créé ce dont tu es en train de me parler, c'est stylé, quoi, tu vois. Et donc voilà, j'ai rejoint quelques mois plus tard l'équipe quand ils ont eu leurs besoins. Et voilà. C'est vrai que c'est super stimulant, du coup, au quotidien, être avec des personnes comme ça et même te. Tu vois, je trouve que autant sur l'émission, t'es pas. Enfin, ma vision du freelancing, c'est que sur l'émission, je considère pas que j'ai progressé techniquement. Ouais. Mais si t'es sur un environnement comme ça où t'as des personnes qui sont excellentes, Ouais. sans chercher à progresser, je pense que tu peux être confronté à des situations où tu peux intervenir avec des personnes comme ça qui ont une grosse expérience sur plein de contextes différents et des problématiques que tu verrais peut-être pas sur tous les projets, peut-être plus très techniques là. Et c'est super intéressant au quotidien de bosser avec des personnes comme ça et de pouvoir apprendre et échanger avec eux. Carrément, ouais, carrément. J'apprends tous les jours parce qu'il y a plein de GDE, des choses comme ça. Je transmets aussi des connaissances que j'ai que certains n'avaient pas forcément. Et donc c'est hyper enrichissant, que ce soit d'un point de vue tech ou d'un point de vue process aussi, hein, sur voilà comment gérer un projet. Et bah, de toute façon, c'est ça, hein, en fait. Moi, ce qui fait que aujourd'hui, j'estime que quand j'interviens sur une mission, je suis efficace pour une bonne raison, c'est que j'ai fait beaucoup de missions. Et en fait, au-delà de l'aspect technique, au-delà de l'aspect voilà, savoir qu'en Angular il existe ceci et cela et quelles sont les bonnes pratiques, c'est qu'en fait, quand tu as vu beaucoup de use cases,
Mhm. En fait, tu sais quelle solution apporter à quel problème. C'est ça en fait aussi qui fait que, tu vois, on parlait avant de, voilà, il y a des gens qui ça fait 1 an qu'ils font leur métier et qui sont excellents. Oui, mais tu peux être excellent d'un point de vue, tu peux être un très bon technicien, Ouais. dans le sens où tu peux savoir que à la perfection comment la change detection d'Angular elle fonctionne, mais ce qui rend une personne très compétente, et c'est pour ça que pour moi c'est ça la distinction entre développeur et programmeur. Mhm. Pour moi un programmeur c'est un technicien, un développeur c'est quelqu'un qui sait faire son métier, qui sait délivrer des applications. Ouais. Et pour moi cette cette plus-value, ce skill, tu l'acquiers en faisant plein de missions, enfin, pas forcément plein de missions, mais en voyant plein de Le contexte. problématiques Ouais. différentes. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé chez Hermès, donc dans le milieu du luxe. J'ai travaillé chez Orange, chez SFR, dans l'énergie aussi. Donc, du coup, j'ai vu plein de problématiques Mm. différentes et aussi de façons de travailler différentes. C'est ça qui fait que tu gagnes en compétences aussi. C'est hyper important, je pense. Ouais. Mais je pense que c'est même plus important que la technique pure, tu vois, c'est justement de pouvoir Mm. apprendre de ces contextes. Mm. Parce que, enfin, même si tu es intervenu sur des missions pour. T'as fait que de l'Angular à chaque fois ou... Franchement, en fait, parfois, tu sais, t'es amené à faire un tout petit peu de bidouille en plus. Ouais, Mais ouais, bien oui, oui, sûr. oui, moi, j'ai été engagé que en tant que. Alors, au tout début, je faisais du WordPress. Mais Ok, ça a duré 2 ans, donc il y a 10 ans. ok, ouais. Il y a 11 ans, ouais. Beaucoup d'Angular. Mais tu vois, c'est pas... j'ai commencé par du Java au tout début. Je faisais du back en Ouais, alternance. Et après, je me suis dirigé vers le front et du Angular. Mais ce que ouais. je trouve important, et ça, c'est un truc que je sais pas comment faire paraître et comment donner des conseils comme ça pour des personnes qui vont débuter. Mais même si tu travailles sur une seule techno, au final, je Ouais. trouve que toutes les technos, les langages, ça se ressemble quand même pas mal. Tu as quand même Mhm. des concepts qui sont communs et tu as des fondamentaux que tu vas rencontrer, que ce soit du front, du back, du mobile, tout ce que tu veux. Bien sûr. Et même si tu es sur une seule techno, si tu es amené à avoir différents contextes, je pense qu'à chaque fois, tu peux apprendre de ces contextes et au final, tu fais des connexions ou tu C'est vois, ça. plus tard, si jamais tu vas retomber sur un autre projet, je sais pas, même si c'est du React ou n'importe quelle techno, Mm. sans compter peut-être la préférence soit qu'on peut avoir pour une techno ou une autre, Mm. ben, la problématique, c'est agnostique de cette techno-là. Oui, Et oui. c'est vrai que c'est super important de voir des contextes, mais surtout de les comprendre et pas être simple utilisateur. Ça rejoint un peu ce que tu dis avec le séparation entre développeur et programmeur. Mm. Justement, c'est important de bien comprendre à chaque fois ce qu'on fait pour pouvoir s'en resservir plus tard, même si c'est Carrément. pas le même contexte et l'adapter en fait. Exactement. Tout à fait. Tout à fait. C'est hyper important, ouais. Donc, tu as fait pas mal d'Angular et ce qui t'a, j'imagine, c'est ce qui t'a mené à être aussi fondateur de Bonjour Angular. Mhm. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus? Oui, donc ça fait 1 an que ça existe. Un tout petit peu plus, 1 an et 1 mois, je crois. Alors moi la raison qui m'a poussé qui m'a donné envie de créer Bonjour Angular, c'est le constat que lorsque j'intervenais dans des missions en tant que dev Angular, je remarquais que 90% du temps, franchement sans exagérer, 90% du temps, le code, il y avait beaucoup d'axes d'amélioration. C'est Pour le bien dire dit. poliment. Il y avait beaucoup de choses à revoir dans 90% des missions que j'ai fait. Bien sûr, au début, je me rendais pas forcément compte parce que il y a 7 ans, quand j'ai commencé Angular, euh, ouais, je crois que c'était à 7 ans du coup, en Angular 2, je me rendais pas compte parce que j'avais aussi moins de compétences. Mais au fur et à mesure, je me rendais compte que, je me rappelle qu'il y a des moments où il y avait des choses qui me paraissaient, tu vois, par exemple, découper ton architecture par feature Mm. plutôt que par type, des choses comme ça, qui me paraissaient bonnes pratiques et que les autres faisaient pas forcément. Euh, et donc, voilà, je remarquais qu'il y avait beaucoup de problématiques. Ce que c'était pénible, clairement. Tu vois, je le vivais pas très bien parce que quand tu interviens en mission et que tu vois que ben c'est toujours, en fait, c'est extrêmement pesant de travailler dans un environnement technique qui est pas sain. C'est très pesant, tu vois, au jour le jour. Et donc j'en avais marre, je voulais que ça cesse. Je me suis dit comment faire, et donc je voulais transmettre
ce que je connaissais, en tout cas ce que je croyais être les bonnes pratiques. Et j'ai eu cette idée de créer Bonjour Angular pour transmettre ça et ainsi faire en sorte que les entreprises francophones, parce que donc Bonjour Angular c'est purement francophone et ça va, je veux que ça le reste, puissent, donc sans que ces entreprises francophones puissent augmenter leur maturité sur Angular. Donc c'est vraiment ça là, c'est un peu égoïste dans le sens où c'était pour que lorsque je fasse d'autres missions, que je retrouve ce que je connais quoi, et que je retrouve les bonnes pratiques que je connais. Voilà. C'est pour ça que j'ai créé un Bonjour Angular et ça a marché super bien. J'ai vu que il y avait vraiment. Donc pourquoi c'est en français? Parce qu'il y a déjà plein de contenus éducatifs en anglais. Tout le monde ne parle pas anglais. Et même, tu sais, quand tu discutes, comme ça, c'est plus agréable de parler. Enfin, c'est plus facile de parler dans ta langue natale, forcément. Ouais, bien sûr. Et du coup, c'est pour ça que c'est en français et que ça va le rester pour apporter ça. Et donc voilà, là, ça a bien grandi. On est quasiment 2000 sur le Discord. Il y a je poste régulièrement sur LinkedIn et ça aide les gens, en tout cas c'est ce que j'ai l'impression. Et donc voilà. Ouais, C'est cool. C'est très très cool. C'est vrai que je vois, mais je trouve que les gens ont facilement posé des questions, simplement dès que tu as un blocage ou un truc comme ça. Ouais. Et globalement, puisqu'en plus ça grossit de plus en plus, il y a quand même des réponses qui sont assez rapides à chaque fois. De ouf, grave. Donc, Toi c'est qui vraiment y bien. es régulièrement, j'imagine que tu le vois, même toi, tu fais partie de ceux qui répondent régulièrement. En effet, si tu as une question, généralement, tu as la réponse dans l'heure, quoi. Ouais, et ça, c'est vraiment pratique. Parce qu'effectivement, comme tu Ouais. dis, il y a beaucoup de contenu en anglais. Oui. En français, il y en a beaucoup moins. Ouais. Et je pense qu'il n'est pas toujours forcément de très grande qualité. Enfin, Ouais. c'est comme tout, hein. Ouais. Mais il y a beaucoup de contenus qui vont un peu reprendre la documentation et des copier-coller, Ouais. comme il y a en anglais au final, hein. Ça, c'est... Bien sûr. Et du coup, d'avoir un espace comme ça, gratuit, que tu peux rejoindre très facilement, où tu peux poser ta question et tu as des avis, des choses comme ça. Ouais. Je pense que quand tu débutes, c'est vraiment pratique, quoi. C'est clair. Surtout que le framework évolue beaucoup. Ouais. Et c'est aussi pour ça que les contenus aujourd'hui sont un peu désuets. Parce que il suffit que là tu fais un contenu, ça se trouve dans 6 mois il sera désuet quoi. Bon là ça stabilise beaucoup, mais en 2 ans, là le contenu qui a été créé il y a 2 ans, donc à l'époque d'Angular 12.13, avant la version 14, avant la renaissance d'Angular, il commençait à être désuet quoi. Et on voit beaucoup sur Bonjour Angular, il y a beaucoup de questions encore par rapport au module ou des choses comme ça, quoi, ce qui est normal. Ouais, c'est vrai que c'est un peu une phase de transition. Ouais. Et ça rejoint un petit peu ce que je disais au début, se mettre à la place des autres. Quand j'ai conçu et quand je conçois du contenu, je me mets toujours à la place des autres. Comment est-ce que parce que en fait, je me mets à la place des autres. Genre, si tu ne connais pas Angular et que tu t'y mets aujourd'hui, je pense que c'est hyper confusant. Ouais. C'est hyper confusant parce que si tu fais un NGNew, ce qui va être créé va être très différent de ce que tu vas trouver sur la plupart des articles. Parce qu'il s'est passé ne serait-ce qu'un an et demi, quoi. Et donc, comment tu fais pour savoir ce que c'est que les bonnes pratiques dans ce cas-là, tu vois. Et donc, c'est pour ça aussi que j'ai fait Bonjour Angular c'est vraiment l'approche moderne du framework que j'apporte, quoi. Quand je donne des conseils, je bypass toutes les anciennes façons de faire. Tu vois, je vais jamais montrer un module, un ng module. Des choses comme ça, quoi. Ouais, c'est plutôt comment est-ce que à partir de maintenant, si jamais tu arrives, tu débutes, c'est quoi les bonnes pratiques, c'est quoi ce qu'il vaut mieux faire, mais avec les versions aujourd'hui. Ouais. Et c'est vrai que déjà avec la version 16 Angular, ils ont livré un nouveau site de documentation sur angular.dev où ils ont quand même déjà bien retouché la doc et c'est quand même plus clair, je trouve, pour les parties tutoriels. Mais effectivement, pour les parties plus le contenu qui n'était pas officiel en fait, qui était par d'autres personnes, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de contenu qui est
je sais pas sans dire qu'il est obsolète, mais enfin, si, en fonction de la façon dont c'est fait, Mm, ça peut être obsolète rapidement. mm, tout à fait. Ça me fait penser à autre chose. Ouais. On avait déjà un peu parlé lors de notre échange précédent. Est-ce que tu penses que Angular, c'est un framework qui est dogmatique? Mhm. Comment tu le, comment tu le sens quand tu sors au quotidien? Est-ce que tu sens que tu es Ouais. obligé de faire un certain truc, tu es bloqué? Ouais. Comment tu le ressens? En fait, on dit qu'il est dogmatique parce que il a des patterns qui sont ancrés Mhm. dans son système, des patterns et des librairies aussi, enfin oui, des librairies, des packages. Par exemple, le routeur, Mhm. quand tu utilises quand tu utilises Angular et quand tu mets du routing, tu utilises le routing d'Angular. Et c'est en ça qu'on dit qu'il est dogmatique. Quand tu utilises les formulaires, tu utilises le Angular Forms, que ce soit le Reactive Module ou Forms Module, peu importe. Et c'est en ça qu'on dit qu'il est dogmatique. On utilise aussi la dependency injection. Mhm. Donc c'est tous ces trucs-là qui font que tu peux pas faire n'importe quoi entre guillemets et qu'il est plus dogmatique que React par exemple où tu peux avoir différentes façons de régler une solution un peu plus qu'Angular en tout cas. Mais moi je dis qu'il est pas si dogmatique que ça parce que tout simplement je l'ai constaté quand j'ai vu des applications Angular différentes à travers mes missions, j'ai très rarement vu deux applications pareilles. Mhm. Euh, et donc pour moi, il est là le dogme. Le dogme, il est pas dans tu vois, on utilise le même routeur, on utilise le même formulaire. C'est pas les outils qui comptent, c'est comment on les utilise. Et il s'avère que pour solutionner une problématique, il y a 12 façons de faire différentes. Ne serait-ce que pour gérer le state. Euh, Tu peux avoir des behavior subject, tu peux avoir des signals, tu peux utiliser NGRX, tu peux utiliser state adapt, tu peux utiliser ce que tu veux. Et donc, et même si tu utilises, mettons, NGRX, tu peux utiliser NGRX Store, Component Store, Signal Store, et même si tu utilises Component Store, tu peux l'utiliser de façon très différente. Donc, mais ça c'est propre à la programmation de toute façon, c'est Mhm. propre à notre métier. Euh, et, euh, et voilà, donc non, non pour moi Angular n'est pas dogmatique parce que si ça l'était, je pense que c'est sur un spectre quoi. C'est pas soit il est dogmatique, soit il l'est pas du tout. Mais je pense pas qu'on puisse lui coller cette étiquette de dogmatique. Euh, Malheureusement, j'ai envie de dire, parce que ça serait bien, en fait, ça serait plus simple. Euh, je pense que je pense que le but de notre métier, c'est de créer des produits, de créer des logiciels. C'est pas de se prendre la tête pour savoir s'il vaut mieux utiliser Component Store ou Signal Store ou machin ou truc. Moi, j'aimerais bien que, en fait, ou même plus parlant, Reactive Forms Module ou Forms Module. Tu vois, moi, j'aimerais bien que, en fait, ce soit très clair, net et précis. Tu as cette problématique-là, il faut que tu utilises ça. Je pense que c'est le rêve un petit peu de nous tous, c'est de créer ou d'avoir la solution idéale, quoi. Genre pour un problème X, il faut utiliser la solution Y. Ce serait quand même plus simple parce que du coup, euh, beaucoup de temps passé, c'est justement à savoir quel pattern utiliser, à les faire évoluer, à débattre en interne. Voilà. Donc, je pense que tout ça, c'est ralentissant par rapport à l'objectif Mhm. qu'il faut se rappeler, qui est de ship des logiciels, tout simplement. Ouais. Je te rejoins totalement sur ce point. Et j'ai même l'impression que, en fait, si aujourd'hui c'est perçu de façon assez négative, enfin, dans le sens dogmatique négativement, hein, Ouais, c'est parce que je pense contrairement à React, effectivement, et puisque c'est une librairie, forcément, tu dois assembler toi-même ta boîte à outils, alors qu'Angular Angular, pardon, te la fournit directement. ouais, Et je te rejoins sur ce que moi, ça m'intéresse pas de savoir, tiens, est-ce que je vais utiliser le package routeur A, B ou C, est-ce que je sais faire du routing, tu vois. Donc, ouais, et je trouve ça rassurant que quand tu ailles sur un projet ou un autre, si tu vas te prendre la tête, c'est par rapport aux problématiques liées au projet, et c'est ouais, pas par rapport à une solution comme ça que tu verras sur toutes tes applications au final. ouais, Parce que tu vois, si sur trois projets, tu dois apprendre trois façons de faire différentes, pour moi, la valeur, elle est pas. Enfin, je te rejoins. c'est clair, Elle est pas ici, la valeur, quoi. C'est pas. c'est clair. Mais j'ai l'impression que c'était C'est aussi. épuisant, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais.
Et j'ai aussi l'impression, tu vois, que je pense que initialement, quand on générait le projet via ligne de commande, tu avais Mm. quand même une arborescence qui était pas plus complexe, mais qui avait plus de fichiers, tu vois, que dans des applications React et tout. Mm. Et ce qui a fait que j'ai l'impression que tu as certaines personnes qui disent, tiens, Angular me génère ça par défaut. Oui, Ça veut dire que c'est la manière de faire. Et il faut tout faire à comme fait. ça. Et Mm. l'arborescence, elle est figée, du coup, j'ai pas le choix de faire ça. Mm. Alors qu'en fait, ça, enfin, c'est totalement faux, quoi. Tu as entièrement la Grave. main dessus. C'est juste, bah, si tu génères une application, il faut bien une façon de faire par défaut, quoi. Donc, Mm. et je pense que tu as beaucoup de personnes, j'ai l'impression des personnes qui sont plus juniors, tu vois, qui vont pas forcément oser euh, aller à l'encontre de ça en Oui. disant, tiens, ça m'est proposé, du coup, il Mm. faut que je fasse comme ça parce que Mm. c'est ce qui a été fait par défaut, quoi. Ouais. Mais une fois que tu prends un peu de recul, bah, tu te rends Ouais, compte qu'au final, tu peux tout faire à ta sauce, au final, tu vois. C'est juste. tout à fait. Et il faut Mais l'adapter, et c'est ouais. justement le but, réussir à adapter ça à son besoin business, quoi. Mm, exactement. Mais c'est ça, je pense, qui demande peut-être un peu plus de recul et ce qui fait que Angular est perçu comme plus complexe. Parce que je sais que j'avais testé React il y a quelques temps avant qu'il passe sur les hooks. Mm. Je pense que c'est très facile, effectivement, avec React de faire une application, enfin, ouais, une application ou des sites web rapidement. Mm. Mais je pense parce que justement, t'as pas cette homogénéité entre les projets sur le long terme. J'ai l'impression que si t'as pas quelqu'un qui est quand même très capé techniquement, qui va bien tout mettre en place, Mm. j'ai quand même l'impression que c'est pas forcément plus facile à maintenir et que Mm. ça peut même être plus compliqué et un peu plus prise de tête, quoi. Ça, c'est sûr que c'est pas plus facile à maintenir une application React qu'Angular ou que Vue ou que Svelte. Ça, c'est sûr que la difficulté à partir du moment où c'est une application très grosse et très complexe, Mm. tu vas avoir des principes qui sont cross technologie Ouais. que tu vas devoir appliquer, separation of concern, des choses comme ça, quoi. Donc, euh, donc oui, oui, on retrouve ça partout et ouais, c'est clair. Du coup, on a abordé le fait que Angular était dogmatique pour certains, que ça serait quand même bien s'il était, en fonction de certains points, tu vois, qu'il le soit peut-être un peu plus, ou de manière Ouais, générale pour les technos, qu'on n'ait pas à se poser ces questions. ouais, Euh, je crois qu'en ce moment, tu travailles sur un projet qui va dans ce sens. ouais, Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus? ouais. Je suis en train de créer un projet c'est une CLI. C'est comme le NG Generate, enfin comme le NG, quoi. Mais ce projet se veut agnostique de framework. Déjà, ça, je vais commencer par de l'Angular, mais ce sera pas que de l'Angular. Et l'idée, c'est que cette CLI va vous aider à scaffold, donc à créer vos applications Angular et à les maintenir. En fait, le NG, la CLI NG, elle est bien, mais je trouve qu'elle est incomplète. Dans le sens où aujourd'hui, si la plupart du temps, quand on fait une application, on veut rajouter, voilà, souvent Jest, Cypress ou Playwright. On veut rajouter NGRX, etc., etc. Et en fait, on va un peu euh, il y a du boulot à faire pour créer tout ça, pour maintenir tout ça, pour coller tout ça ensemble. L'idée de ma CLI, c'est que dès la génération de l'application, on va automatiser ça. On va placer les fichiers au bon endroit, on va créer euh, ça de manière optimale et de manière moderne euh, et de manière dogmatique. Euh, et donc, l'idée, c'est vraiment de rendre la maintenabilité de vos applications Angular beaucoup plus rapide. Donc, que ce soit à la création de l'application, mais aussi à la création de features. Donc, il y aura des commandes CLI pour créer des features précises, de manière dogmatique, avec plus tard de l'intégration de d'IA, ça va arriver. C'est pas euh, c'est pas encore cristallisé comment et de quelle manière, mais l'idée c'est que voilà, on pourra créer des features quasiment terminées très rapidement et en utilisant les meilleures pratiques d'Angular pour commencer. Après, ce sera du React, analogue, etc., etc. Voilà, tout ça pour pourquoi est-ce que je me dis que c'est important? Parce que
Ben, pour tout ce qu'on vient de dire, en fait, je vois bien qu'il y a plein de gens qui posent des questions. Comment est-ce que je dois créer cette feature? C'est quoi la bonne pratique? Bah, du coup, encore une fois, moi, je ne crois pas que y ait de l'intérêt à se... Enfin, en fait, il y a un intérêt intellectuel à se poser la question, ah tiens, c'est quoi la meilleure façon de faire? Mais je pense que le but, c'est vraiment voilà, de délivrer de la valeur. Et donc, cet outil, cette CLI, a pour but de délivrer de la valeur. Ça sera open source, donc tout le monde pourra venir contribuer, va pouvoir débattre en interne sur ce qu'est la bonne pratique. Mais du coup, ce débat, il aura lieu qu'une fois et pas de projet en projet. Donc en gros, cette CLI, elle dit que ben, pour résoudre cette problématique-là, ce sera cette solution-là. Et donc, il n'y aura plus qu'à taper la commande dans la CLI. Ça va générer de l'authentification, des layouts ou des features plus poussées. Ça peut être du dashboard, des choses comme ça. Donc voilà, ça va. Je suis en train de peaufiner la version MVP et donc je pense que ce sera prêt d'ici un mois pour la release en version alpha, euh, pour que tout le monde puisse la tester, trouver les premiers bugs, trouver les premières améliorations, soumettre des PR et voilà. Je pense qu'effectivement, c'est un beau projet. Ouais, Très ambitieux, du coup, de, de ouais, vouloir intégrer d'autres technos comme ça après. Et ça serait. Je dirais pas que c'est comme une. Même pour apprendre, en fait, j'ai l'impression que ça peut être super intéressant parce que tu as déjà des exemples concrets qui marchent par des personnes, justement, ouais, qui ont les bonnes compétences pour le faire. Ce qui ouais, fait que derrière, tu as peut-être moins à te poser de questions parce que tu as les exemples de choses qui fonctionnent bien. ouais. Et ça serait une très bonne chose, quoi. Ouais, tout à fait. Le but, c'est vraiment de trouver que, tu vois, moi, je maîtrise pas React, je maîtrise pas Vue, mais le but, c'est que les gens qui le maîtrisent excellemment bien participent et trouvent des consensus Mhm. sur les bonnes pratiques, tu vois. Euh, Parce que je suis persuadé que, que ça existe. Alors, je dis pas que pour résoudre un problème, il y a toujours une solution adaptée, mais je pense que comment dire? En gros, je pense que c'est aussi un problème de l'abstraction et du dry. Je pense que parfois on a tendance à confondre dans notre métier de dev, à confondre des contextes. Mhm. Et du coup de dire bah voilà dans ce contexte je peux apporter cette solution parce que dans le passé j'ai eu la même chose alors que c'était pas tout à fait pareil. Là le but c'est que par exemple il y aura pas une seule façon de construire avec ma CLI, enfin la CLI que je suis en train que je vais bientôt sortir, il y aura pas une seule façon de je sais pas créer un state, il y aura plusieurs façons de créer un state mais il y aura la façon adaptée pour le besoin précis. Ok. Le besoin, le contexte métier précis. Et donc voilà, le but c'est de trouver des consensus sur ça à plusieurs et pouvoir ship des logiciels plus rapidement quoi. Des tests aussi, ça pourrait être ouais, tu vois, ship ça avec des tests end-to-end, des tests unitaires, vraiment abstraire tout ça, plus tard éventuellement le faire de manière visuelle. Mhm. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit en ligne de commande, ce soit en visuel, ce qui serait possible aussi. Voilà, plein de choses sont possibles et je vais voir où est-ce que ça va nous amener. Et ça rejoint un truc que je voulais dire un peu plus tôt, c'est que tu sais quand tu commences des missions ou juste des postes quoi, Mhm. et que tu remarques que ce qui a été mis en place c'est pas la bonne pratique. Ouais. Par contre, alors moi, ce que je faisais au début, c'est que je brandissais la fourche, entre guillemets. Je disais, ah, il faut... Mais il y a longtemps, hein, il y a peut-être Ouais. 5-6 ans. Je disais, ah là, c'est pas la bonne pratique, il faut changer, il faut mettre ça à la place parce que c'est mieux. Et c'est vrai, c'était mieux. Mais ça, c'est un réflexe qu'on a au début et qui est assez dangereux parce que parfois, il y a, que ce soit côté technique ou côté process, peut-être que les équipes font pas très bien les choses, mais elles ont trouvé un équilibre, Mm. tu vois. Et en fait, j'ai vu plein de fois des situations où il y a quelque chose qui est en place, ça fonctionne bien, même si c'est crado de ouf, ça fonctionne bien, tu vois. Et en fait, au nom de la bonne pratique, on veut changer ça. Et donc, on passe dans des process qui vont durer des mois et qui vont au final
avoir leurs propres problématiques, etc., ça va être mieux, mais en fait, on a perturbé un équilibre. Et donc, ça c'est une mauvaise chose, et que ce soit donc côté tech ou côté process, il y a des boîtes qui fonctionnent pas en agile, qui font entre guillemets à l'arrache, et ça se passe très bien, parce que parce qu'ils ont trouvé leur équilibre. On veut foutre de l'agile à l'intérieur, ça marche pas, parce que en fait les gens sont pas habitués, et voilà. Et donc voilà. Et je dis ça parce que il faut faire attention quand on intervient dans une mission ou dans un projet à se rappeler de c'est quoi le but. En fait, le but, encore une fois, c'est de délivrer des applications. Et donc, respecter toujours se référer à ce but-là. Est-ce que le changement que j'apporte contribue à cette valeur-là? Quelle est la plus-value nette et directe de ce que je veux apporter? Et donc, à travers la CLI, le but, c'est vraiment de minimiser toutes ces questions, toutes ces questions, toutes ces problématiques, justement, tu vois, en disant, voilà, en fait, on vous enlève le côté de devoir à chaque fois réapprendre et chercher c'est quoi la bonne pratique, en vous la démontrant, quoi, ou en vous proposant des solutions clés en main pour que ça marche. Après, c'est toujours la même chose. Les abstractions, plus tu as d'abstractions, et la CLI, du coup, c'est une sorte d'abstraction, moins tu as la main mise sur ce que tu peux faire. En gros, si nous, on détermine qu'on a une bonne pratique qui est comme ça, si ça se trouve, il y aura des trucs qu'on n'aura pas vus. Et donc, pour ce cas précis, ça ne marchera pas. Mais du coup, c'est pour ça que en concevant cette CLI, je garde ça tout le temps en tête. Je garde ça en tête en me disant que je donne des outils clés en main, mais tout en sachant que, attention, il faut que ça s'adapte bien quand même, tu vois. Donc voilà, c'est un jeu d'équilibriste que je suis en train de réaliser, et je pense que ça peut aider beaucoup de monde. Ouais, carrément, ouais. Et est-ce que du coup, la CLI, c'est vraiment pour scaffold tes features, tes projets? Ouais. Ou est-ce que tu aurais aussi une partie, peut-être dans un second temps, justement, où si ta feature est déjà existante, c'est peut-être là, quand tu parlais d'IA, de rajouter un comportement sur quelque chose déjà existant, parce que c'est peut-être plus compliqué à faire, justement, tout en ayant ce côté en tête d'avoir quelque chose de suffisamment souple. C'est carrément possible. C'est carrément possible de faire ça. Et donc oui, je pense que c'est le but. Ça marcherait bien mieux dans un workspace qui a d'ores et déjà été créé par la CLI. Ah oui, ouais. En fait, moi, je me base là-dessus. Je pars du principe que ma CLI, elle va fonctionner que dans un workspace, dans un workspace qui a été créé par la CLI. Ce serait possible que ce soit pas le cas, mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, en ce sens-là, oui, je pense qu'on pourrait facilement prendre en considération le fait d'ajouter des fonctionnalités sur des composants déjà existants, sur des states déjà existants, des services, etc. Et c'est le but, quoi. C'est aussi le but. Ouais, je suis vraiment curieux du coup d'aller voir la première version là, d'ici les prochaines semaines là pour regarder ça. En plus, c'est vrai que ça va être sympa à développer parce que j'imagine que c'est quand même pas du tout. Enfin, c'est pas le même type de développement que tu ferais pour une application web où tu as peut-être plus d'interactions visuelles, des choses comme ça. Tu vas avoir des problématiques différentes et je pense que ça t'apporte un peu de nouveauté au final dans ce que tu fais au quotidien. Complètement. Ce que j'ai découvert et ce que je connaissais pas, c'est en fait là, tu interviens dans le file system. C'est le FS. Et du coup, ça, je connaissais pas. Donc, tu vois, en fait, cette CLI, c'est beaucoup de génération de fichiers, de modification de fichiers, etc., de lecture des fichiers aussi. Et donc, tu dois te trouver dans les bons folders. Tout simplement, tu as un exemple. La première fois que tu crées le workspace, tu n'es pas dedans. Tu vas le créer. Donc, tu es dans un dossier vide, tu vas créer ton workspace. Donc, et à la fin de la création du workspace, tu as envie de lancer un npm install, admettons, tu vois. Du coup, dans ton code, dans le generators, parce que du coup, c'est des generators, c'est comme des schematics, mais le terme plus global, c'est generators. Dans ton generators, tu dois d'abord te déplacer, c'est tout con, mais tu dois te déplacer dans le workspace avant de lancer le npm install.
Et tu as plein de problématiques comme ça qui sont hyper intéressantes et que je connaissais pas forcément. Et aussi, tu vois, je réutilise, je vais créer un generator, ce qui est par exemple Create Angular App. Et ces generators, je peux l'utiliser tout au début lorsque je crée le workspace. Tu vois, quand je vais créer un workspace Angular, donc j'ai un generator qui s'appelle Create Angular Workspace. Et ce generator-là, il va appeler le generator Create Angular App. Pourquoi? Parce que en fait, le Create Angular App, tu peux l'utiliser après la création d'un workspace, parce qu'un workspace Angular peut contenir plusieurs applications Angular. Donc du coup, ça veut dire que ton Create Angular App, il doit savoir fonctionner alors que le user dans son terminal, il est en dehors du workspace, mais aussi à l'intérieur du workspace, tu vois. Donc voilà, c'est tout un tas de problématiques qui sont hyper intéressantes et que j'ai réussi à solve. Ou aussi la problématique du dry run. Tu sais, quand tu fais dry run, voilà, ça, je me disais, mais comment ça fonctionne en fait, tu vois? Comment en fait tu fais pour, pose-toi la question, est-ce que je me l'étais jamais posé avant, mais comment est-ce que tu fais pour, lancer une schematics ou un generators et afficher ce que ça va créer alors que tu n'as pas réellement lancé la commande du coup, tu vois. Et en fait, j'ai découvert que en fait la commande est lancée et les fichiers sont créés et modifiés dans la RAM. Ok. Dans la RAM et pas sur le disque dur. Voilà. Donc des trucs comme ça qui sont intéressants et que du coup j'ai appris, quoi. Ouais, c'est un truc ça en plus. Je pense que tu serais jamais intervenu dessus si tu n'avais pas lancé ce projet. C'est clair. Voilà. Donc oui, ça m'a appris plein de trucs, c'est assez passionnant et j'en suis au début, mais pour l'instant, ça marche super bien. On peut créer des applications Angular. Aussi, ce qui est important pour moi, c'est que visuellement la CLI soit jolie. Tu vois, quand on te pose des questions, tout ça se soit fait de manière hyper avec une super UX. Et pareil pour le dry run, c'est celui d'Angular, il est pas très beau, je trouve. C'est marqué updated, le nom du fichier. Moi, j'ai créé mon propre dry run et qui est, je trouve, plus agréable à lire. Voilà. Donc, stay tuned, ça va bientôt arriver. C'est que même pour la partie UX, c'est que j'avais pas pensé, mais la partie UX sur la ligne de commande. Oui. Je suis très curieux aussi du coup de voir comment. Ouais, c'est hyper important. Lancer les loaders au bon moment, tu vois, que la personne se dise pas, ah, je comprends pas la question, ou il y a un bug. Tu vois, tout ça, c'est hyper important. Parce que c'est vrai, du coup, il y a quand même de l'UX. Même si t'as pas de visuel de site web, t'as quand même de l'UX, en fait. Oui, parce que tu utilises, donc t'as une expérience et comment est-ce que tu peux l'améliorer. Exactement. Je suis vraiment très, très curieux de voir ce que ça va. J'ai hâte de voir la meilleure version. Ouais, c'est bientôt. En vrai, c'est déjà sorti et c'est déjà sur NPM, mais c'est déjà utilisable du coup. Mais je vous réserve ça officiellement pour bientôt. Tu gardes ça sous le coude. Ouais. Cool, en tout cas, c'était un échange très sympa. Peut-être une dernière question. Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu auras une question que tu aurais souhaité que je te pose et que je t'ai pas posé, ou un point, tu vois, que tu aurais voulu, dont tu aurais voulu parler et qu'on n'a peut-être pas abordé pendant cet échange? Il y a toujours la question de comment bien apprendre une technologie, comment bien apprendre Angular. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du sujet d'Angular précisément. Comment apprendre Angular aujourd'hui, des choses comme ça. Je pense que étant donné que ça évolue beaucoup, je pense que voilà, n'hésitez pas à venir sur Bonjour Angular, sur la communauté, sur le Discord, et poser beaucoup de questions. Parce que, comme on l'a dit, en 1 heure à peine, il y a des réponses. Voilà, si vous faites de l'Angular, c'est vraiment, je pense, l'endroit pour trouver la réponse à vos questions. Donc voilà, c'est la meilleure façon, je pense, d'apprendre Angular aujourd'hui si on démarre, c'est de se référer à des gens qui ont les réponses. C'est comme ça qu'on fait. Et donc voilà, n'hésitez pas à venir. C'est vrai que même au-delà du Discord Bonjour Angular, je crois que tu as aussi un site sur lequel du coup tu as fait pas des articles, mais tu as quand même des contenus qui sont très très clairs et qui sont assez concis, quoi. Ça part pas dans tous les sens, tu as vraiment ta réponse rapidement. Donc ça, c'est ça. Ouais, c'est bonjour-angular.com. Ok, très cool. Donc c'est vrai que je t'engage à regarder. De toute façon, je mettrai les liens dans la description. Est-ce que tu aurais peut-être d'autres, je sais pas, des réseaux sociaux sur lesquels on peut te retrouver, ou des sites comme ça, comme Bonjour Angular, que tu voudrais mettre en avant?
Oui, bah, du coup, il y a mon LinkedIn, c'est Kevin Tale, T-A-L-E. Mhm. Pareil sur Twitter, c'est X Kevin Tale. Et puis voilà, quoi, n'hésitez pas à m'ajouter, à me poser des questions, je serais ravi d'y répondre. J'ai aussi un channel YouTube qui porte le nom de Bonjour Angular, donc vous tapez Bonjour Angular sur YouTube, et voilà. Cool. Bah, je mettrai tous les liens en description pour que vous puissiez retrouver tout ça. Bon, en tout cas, Kevin, merci beaucoup pour cet échange. C'est super intéressant. Bah, merci à toi pour l'invitation, c'était très cool, en effet. Salut tout le monde. Ciao.